Bonjour, après les avirons et la petite île, nous sommes aujourd'hui à la Possession pour notre émission L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. C'est la saison 2. Donc nous allons voir dans un instant Madame la maire, Vanessa Miranville, pour lui demander de nous expliquer où en sont ces projets, les projets qu'elle nous avait présentés, rappelez-vous, en octobre 2021. Suivez-moi, nous allons voir Madame Miranville. Bonjour, après Éric Ferrer aux Avirons et Serge Joirot à Petite-Île, nous sommes aujourd'hui à la Possession, dans le bureau de Madame le maire, Madame Vanessa Miranville. Bonjour. Vanessa Miranville, bonjour. Bonjour. Alors, nous y étions, rappelez-vous, il y a 16 mois exactement, c'était en octobre 2021, pour la saison 1 de L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Vous nous avez présenté un certain nombre de projets. Nous revenons donc aujourd'hui, c'est la saison 2, pour voir un petit peu l'état d'avancement de ces projets. Mais avant tout, nouvelle saison, nouvelle formule, deux petites questions d'actualité, peut-être trois. Alors, la première, c'est que vous n'avez pas eu de quorum au dernier conseil municipal, enfin à l'avant-dernier, puisque après, c'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Il y a un problème politique? Ça veut dire que vous n'avez plus la maîtrise de votre majorité municipale? Non, c'est ce que l'opposition aimerait croire ou faire croire. Non, c'est malheureusement un concours de circonstances. J'ai eu plus de, alors précisément 6 élus qui ont eu des soucis d'ordre médicaux ou familiaux. Un décès d'un parent proche, des rendez-vous médicaux qui ne pouvaient pas être décalés ou des conjoints avec un rendez-vous médical ne pouvant pas conduire. Enfin voilà, la vie en fait. Il faut savoir que quand on est élu, on est dans un engagement bénévole, mais à côté de ça, on a une vie professionnelle et personnelle. Bon voilà, c'est mal tombé. Pour circonstance, c'est pas une crise politique. Non, pas du tout. Ouais, deux élus qui sont tombés malades le jour même. Voilà, donc on devait avoir le quorum, mais effectivement avec ces 2 élus qui sont tombés malades, on ne l'a pas eu. Bon voilà, on a refait le deuxième conseil et cette fois on avait plus d'élus qu'il ne fallait pour avoir un quorum, même s'il n'était plus obligatoire. Donc non, il n'y a pas de souci dans la majorité parce qu'on sait vraiment pourquoi on est là. On est là pour l'intérêt général, on a un projet clair. Après il y a, comme dans toute la vie d'un groupe, voilà, des gens qui ont besoin d'être plus épaulés que d'autres. Voilà, parfois on est un petit peu en questionnement. Voilà, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais. Mais c'est aussi ça la force du groupe, c'est de toujours se remotiver les uns les autres pour toujours aller de l'avant. D'accord. Alors, au niveau des retraites, la réforme des retraites, il y a eu des appels à la mobilisation, des manifestations, il y a eu des élus dans les manifestations, mais vous n'êtes pas descendu dans la rue, ça veut dire que vous êtes pour la réforme? Non, c'est simplement que moi j'estime là qu'on est déjà au niveau des agents de la ville, que c'est à chacun de prendre sa décision en son âme et conscience, de faire la grève ou pas, d'estimer que le mouvement mérite d'être soutenu ou pas. Moi, ma position personnelle, et on est en train de la peaufiner parce qu'on veut avoir des billes quand même un peu concrètes et sérieuses là-dessus, c'est de considérer que est-ce que aller sur le fait de entre guillemets, taper encore sur ceux qui travaillent, notamment ceux qui ont travaillé jeunes, les femmes, etc. C'est la bonne façon de trouver de l'argent. Il y a sûrement d'autres pistes à notre sens, et notamment sur les gros revenus, sur les impôts sur la fortune, etc., qui n'ont pas été exploités jusqu'au bout. Et ça serait bien de commencer par là où les gens ont de l'argent, plutôt que ceux qui triment toute leur vie pour avoir un salaire. Mais je tiens à préciser quand même à celles et ceux qui nous regardent que si jamais vous entendez un petit bruit de fond, c'est tout simplement pour un événement heureux. C'est parce que la salle du conseil municipal se trouve juste à côté de celui du bureau de Madame Miranville et c'est pour un mariage. Donc voilà. Et oui, toutes nos félicitations aux heureux époux. Et on revient à notre émission. La dernière question, je vous disais, c'était concernant votre directrice de cabinet qui était partie et on sait qu'il y a eu quand même un peu de mouvement durant
ces derniers mois à la mairie de la Possession. Ça veut dire quoi? C'est un problème de management? Non, en fait, alors je le disais, certains dans l'opposition parlent d'instabilité. Moi, je parle de dynamisme, et d'agilité. C'est-à-dire que, à nouveau, on est dans une organisation qui doit vivre. Des personnes viennent, font un travail, parfois ne se retrouvent pas dans le poste sur lequel ils officient, et voilà, et tout simplement, ils repartent pour aller vers d'autres horizons professionnels, parce qu'il n'y a rien de pire que de venir au travail en n'ayant plus l'envie, la motivation et le sens du travail qu'on fait. Notre travail ici, pour l'intérêt des possessionnés, est trop important pour venir à reculons. Donc voilà, tout simplement, alors c'est le cas de certains administratifs ou au cabinet. Voilà, on fait en sorte qu'il y ait toujours des gens qui aient envie, qui soient à la bonne place, avec les bonnes compétences, avec la bonne façon aussi de manager, parce que c'est tout un art que de manager d'autres personnes, et surtout qu'ils soient en phase avec le projet politique que nous menons maintenant depuis 9 ans, et encore pour 3 ans, voire plus. Alors, on rentre dans le vif du sujet maintenant, Madame la maire. L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Quand on était venu, il y a 16 mois, vous nous aviez dit que votre gros chantier, c'était l'assainissement, et notamment l'assainissement financier, la situation financière de la ville, parce que quand vous êtes arrivé en 2014, il y avait un trou de près de 20 millions d'euros, c'est ça, et que il fallait mettre de l'ordre, il fallait aller chercher des crédits, etc. On en est où de cette situation financière? Est-ce qu'elle est toujours tendue? Alors, elle a été assainie, effectivement, on va dire, vers le milieu du mandat précédent. Elle a été, du coup, bonne pendant quelques années, 2018, 2019. Et malheureusement, le Covid est arrivé, 2020, a perduré, est passé aussi par là Batsirai, Mnati, ces 2 cyclones qui, au total, ont coûté pour les cyclones 500 000 euros à la collectivité, et le Covid, 1,5 million. Donc forcément, ça n'a pas fait du bien à nos finances, sachant que malgré tout, nous, on n'a eu aucune aide en fait de l'État, parce que les aides sont calculées d'une telle façon que la possession n'y a pas eu droit. Et malgré tout, on a du passif financier, la fameuse dette de 12 millions d'euros, qu'on continue à payer, parce qu'on la paye sur plus de 15 ans. Donc on y est encore, malheureusement, à payer cette dette-là. Donc la situation aujourd'hui est quand même stabilisée, mais elle reste toujours, on va dire, sous vigilance. On fait en sorte, et de toute façon, c'est dans notre ligne politique, d'éthique, d'être dans la sobriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour des choses qui sont indues, qui sont inutiles. On est vraiment dans faire en sorte, par exemple, de ne pas gaspiller en eau, en électricité, en carburant. Par exemple, on a acheté des voitures électriques. On est en train de finir de rénover l'éclairage avec des LED pour consommer moins d'énergie. On a fait de la télé-relève sur tous nos postes d'eau, de compteurs d'eau, pour permettre de savoir tout de suite, dès qu'il y a une fuite, et pouvoir intervenir rapidement. Voilà, donc tout ça, on continue à le faire. Et ensuite, on va évidemment chercher, et c'était déjà le cas au premier mandat, donc on continue à aller chercher des financements. On a les fonds européens, les fonds du département, la région moins, et on espère que ça va revenir, qui sont là, et de l'État, qui sont là pour tous nos projets, et on continue à avoir des bons financements, des bons niveaux de financement. D'accord. Alors, vous nous parliez également d'emplois fictifs. Apparemment, il y en avait un peu quand vous êtes arrivé en 2014. Vous avez fait 2014-2020. Vous avez été réélu à plus de 64% en 2020. Il n'y a plus d'emplois fictifs? Non, il n'y a plus d'emplois fictifs. Ça, c'est bon, c'est réglé, c'est derrière nous. Privilèges non plus, dont certains pouvaient bénéficier, etc. Non, alors au niveau des heures supplémentaires, des astreintes, il y avait encore des choses qui n'étaient pas tout à fait équitables. Donc ça, on a remis à place là, il y a maintenant 1 an. Et il nous reste un dernier chantier important pour nous, c'est les primes. Parce qu'effectivement, il y a un régime de primes qui est, on va dire, un peu historique, et qui n'est pas forcément équitable par rapport au métier qu'exercent, et à la fonction, à la responsabilité qu'ont les agents. Donc on fait en sorte, là, d'ici les prochains mois, de rééquilibrer aussi tout cela. Mais la difficulté, c'est que on peut augmenter ceux qui n'ont pas assez et qui méritent plus. Maintenant, c'est de l'argent en plus qu'il faut sortir du porte-monnaie de la ville. Donc on s'assure d'être en capacité de le faire. On le fait raisonnablement. Enfin voilà, on va le faire aussi progressivement. Voilà, donc tout ça est très minutieux, parce qu'on parle d'humain.
on parle de salaire, on parle de choses très sensibles. Donc on fait en sorte d'être, que personne ne se sente lésé et ne soit mis en difficulté non plus, parce que les agents doivent pouvoir continuer aussi à avoir une vie personnelle, familiale, correcte. Faire des économies, mais en même temps trouver de l'argent. Et trouver de l'argent, justement, vous nous aviez parlé d'augmentation des impôts, légère augmentation. Il y a eu cette augmentation. Est-ce qu'il y a toujours cette tendance pour cette mandature-là? Alors non, on l'a fait l'année dernière parce qu'on estimait qu'effectivement, plutôt que d'attendre et de se retrouver dans le rouge financièrement avant de le faire, il valait mieux anticiper et être responsable. Donc on a augmenté à peu près 9%, enfin 9% de la part de la ville, qui a été compensée notamment par le fait que la taxe d'habitation ait été, on va dire, globalement supprimée pour tout le monde. Donc en gros, en moyenne, la part pour la ville augmentait de 100 € quand les possessionnés ont économisé à peu près 500 € de taxe d'habitation. Donc voilà, on a estimé que c'était justement le bon moment pour le faire. Et le but, c'est de ne plus avoir besoin de le faire d'ici la fin du mandat. Si tout se passe comme on le souhaite, c'est-à-dire que nos finances restent bien gérées, qu'on n'a pas d'imprévus financiers énormes, on l'espère comme au mandat précédent. En octobre 2021, quand je vous ai demandé de me présenter trois projets structurants que vous pensiez pouvoir concrétiser pendant votre mandature, c'est-à-dire d'ici à 2026, alors je cite, vous nous avez parlé de l'aménagement, notamment le front de mer de la possession, avec un bassin de baignade 3 fois plus grand que le Boucan. Et vous nous disiez également que les travaux allaient commencer en 2022. À la mi-2022, ce serait l'ambition, c'est d'en faire la première plage de l'Ouest, je lis ce que j'avais noté, et que ces travaux seront terminés en 2024. On en est où? Alors, on en est, donc il est toujours d'actualité. Donc on a, avant ça, la première phase d'aménagement du front de mer a démarré avec des plantations, parce que c'est vrai que quand on est sur le front de mer, le soleil tape. Donc on fait en sorte d'avoir les arbres qui commencent déjà à pousser pour faire de l'ombre. Le calendrier a juste été décalé d'à peu près 1 an, parce qu'on a eu une difficulté des mesures de la qualité de l'eau, en fait faussées. On fait croire à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, qu'il y avait un souci. Et en fait, c'était un problème dans la façon de prendre les mesures. En fait, ils ne le font d'habitude que sur de l'eau douce. Et là, c'était de l'eau salée, l'eau de mer. Et donc, ça a faussé les résultats. Bon. Quand vous dites « on fait croire », c'est-à-dire c'est qui fait croire? Les données étaient faussées. Les données ont été faussées. Donc, ils ont pensé qu'il pouvait y avoir un risque de pollution, alors que ça n'était pas le cas. Donc, ça a été réglé, mais ça a pris quelques mois. On a eu aussi un problème avec le prestataire qui œuvre pour la ville, pour ce bassin de baignade et plus généralement l'aménagement du front de mer. Donc on a changé de prestataire. Voilà, donc ça explique le décalage. Les travaux vont démarrer là d'ici à peu près 6 mois, donc avant la fin de l'année 2023, et livraison prévue en 2025. Voilà, donc tout est décalé d'un an, mais c'était quand même un projet ambitieux. Ah, vous avez parlé de restaurants, d'esplanades pour concerts, un lieu de promenade également, etc. Exactement. Donc tout ça va être décalé d'une année. Oui, d'une année. Alors par contre, l'avantage. Vous êtes en train de nous dire qu'il vous faut un 3e mandat pour vous terminer? Non, normalement, donc d'une année, ça a fait 2025, donc avant la fin de ce mandat. Oui, c'est vrai. Et ça devait être terminé en 2024. Donc c'est 2025. Voilà, donc on est bon. Alors par contre, la bonne nouvelle qu'on a, c'est que ayant eu plus d'informations sur l'avancée du chantier de la route du littoral, certaines choses qui devaient être faites en décalé, notamment le restaurant devait se faire après coup, va pouvoir commencer presque en simultané avec le bassin de baignade. Voilà, parce que le timing va bien coller par rapport au chantier de la route du littoral. D'accord. Alors, après, il était question de logement, commerce, bureaux, avec le cœur de ville, parce qu'il y a 2 centralités, vous nous disiez, en octobre 2021, le cœur de ville et Moulins-Joly. Et là, pareil, ça a été décalé ou pas? Non, là, ça continue bien selon le planning. Donc, on a 100 logements qui ont déjà été livrés depuis 2020 sur Moulins-Joly, 200 sur cœur de ville, dont une
résidence personnes âgées de 45 personnes, parce que c'est important aussi de ne pas oublier les seniors qui ont des besoins spécifiques. Et on déroule le planning sur les deux centralités. À Moulins-Joly, on a aussi, côté cette fois loisirs, un skatepark qui a déjà été livré, une aire de jeu qui est en train là, de se monter. Donc les premiers jeux ont été posés et on va l'inaugurer là d'ici le mois prochain. La suite, alors du côté de Moulins-Joly, c'est d'avoir vraiment un espace de promenade donc, qui a déjà été mis en œuvre avec une voie douce, piétonne, vélo, trottinette, etc. Mais on va rajouter à ça un verger pour que les gens puissent aller même cueillir des fruits, aller découvrir aussi un rucher municipal. Donc ça, c'est avec des tables, des kiosques, etc. pour pique-niquer. Ça, c'est pour Moulins-Joly avec une centaine de logements encore à livrer et 2 espaces commerciaux. Donc ça va être sur la fin du mandat, effectivement, peut-être 2026-2027. Donc ça, avec une trentaine de boutiques sur côté Moulins-Joly. Et côté cœur de ville, pareil, on a donc encore... on est déjà 1000 habitants et on va arriver à terme à 5000 habitants. Donc on voit que c'est encore quelque chose qui va énormément augmenter en termes de population. Je rappelle que la possession compte à peu près 34 000 habitants, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Et donc on a les travaux de l'espace commercial donc, qui s'appelle Canopée à cœur de ville qui ont déjà commencé depuis maintenant 6 mois. Donc on a les fondations là, qui sont déjà faites. C'est l'un des plus grands chantiers en cours à La Réunion. Et ça va permettre... C'est privé, c'est public, c'est financé comment? C'est du privé. C'est un privé qui porte ce projet-là, qui va ensuite aller voir des promoteurs, donc notamment commerciaux, des commercialisateurs, et puis des enseignes commerciales privées, et qui va donc permettre d'avoir une moyenne surface alimentaire, une trentaine de boutiques, et des logements et des bureaux au-dessus de ces surfaces-là. Voilà. Ça, c'est Moulins-Joly? Ça, c'est sur cœur de ville, la Canopée. Voilà, on a 2 espaces commerciaux sur Moulins-Joly, mais qui seront un peu plus différés dans le temps, 2026-2027. Et Canopée à cœur de ville, qui a déjà commencé en termes de chantier et qui est prévu en 2025. D'accord. Ok, ça tombe bien parce que vous savez, vous connaissez le principe de l'émission, on était là en 2021, on revient en 2023 et on reviendra en 2025, juste avant les municipales de 2026. Parfait. Alors, 3e projet, il était question de structuration des hauts de la possession, d'Odane avec des projets hôteliers, vous nous disiez que la possession, c'est faire de la possession une commune touristique, avec des étoiles de standing, un espace balnéo, piscine. Il était question des randonneurs aussi. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu tout ça et c'en est où surtout? Alors, le projet sur Dodane, c'est on va dire d'avoir une locomotive touristique qui est le pôle loisirs nature, mais qui est un projet du TCO que la ville évidemment accompagne de très près. Donc il y a toujours un porteur de projet qui a été approché par le TCO, enfin qui a répondu à l'appel à projet du TCO, celui en fait qui a le Diana Dea Lodge et qui veut faire un concept très similaire sur Dodane. Donc avec effectivement un espace de balnéo, plus hôtellerie alors de haut de gamme, mais on avait aussi demandé à ce qu'il y ait pour justement les randonneurs qui sont juste de passage, quelque chose de plus simple et évidemment de plus abordable en termes de prix. Donc ça aussi c'est prévu, des petites capsules en bois, voilà, pour juste pouvoir prendre une douche, dormir et puis repartir en randonnée le lendemain. Donc Diana Dea Lodge, je rappelle, c'est dans les Hauts de Saint-Benoît. Oui, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment cet esprit, on va dire, d'hôtel nature, voilà, avec du qualitatif, de l'alimentation bio en circuit court, etc. Voilà, donc on veut aller là-dessus. Le porteur de projet est toujours en discussion avec le TCO, donc nous on y participe et on essaye d'activer les choses. Les négociations financières sont longues et compliquées. La situation, on va dire, de la crise et de l'augmentation des prix, etc., fait que ça s'est un peu complexifié. Au lieu de partir sur une vente du terrain, le TCO voudrait, et le porteur de projet aussi, voudrait partir sur une location du terrain, donc un bail. Enfin, voilà, donc on fait tout pour que ça se concrétise vraiment rapidement. Le démarrage du coup des travaux pour construire cet hôtel.
Ensuite, sur Dodane, nous, partie ville, on a déjà fait des réalisations publiques, hein, on va dire. Donc, on a aménagé une aire de pique-nique avec 8 kiosques. On a fait une plantation de forêts endémiques avec l'aide de la SREPEN notamment, voilà, qui est l'association, on va dire, reconnue sur les questions de nature et de biodiversité. On a aménagé des toilettes aussi au point de vue de Cap Noir et on a resécurisé parce qu'il y avait un risque de pouvoir chuter à cet endroit-là. Donc voilà, tout ça a été remis en état. Ça, c'est sur les fonds communaux, non? Alors avec des financements européens voilà, et même de l'État et du département. Donc tout le monde a joué le jeu parce que c'est vrai que le tourisme, c'est une compétence, on va dire, un peu partagée qui bénéficie à tout le monde. Donc ça a déjà été fait. On a même mis en place des petits kiosques d'informations sur la biodiversité et sur l'histoire du village de Dodane et des fresques qui représentent la vie des Dodaniens ont été faites également voilà, pour vraiment donner un cachet aussi culturel et patrimonial à Dodane. Donc tout ça est déjà réalisé. D'accord. Alors, les 3 projets structurants, effectivement, c'était le front de mer, l'aménagement, donc ça a été décalé d'1 an, on l'a bien entendu. Cœur de ville, Moulins-Joly, on est en plein dedans, c'est en cours. Et structuration des hauts de la possession, pareil, on peut dire que ça... Voilà, ça avance. J'ai parlé de Dodane, il y a aussi Mafat, sur lequel on avance. Mafat, on a déjà mis en place un plan d'alimentation territoriale, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens dans les gîtes ou les enfants dans les écoles à Mafat mangent des denrées qui viennent en hélicoptère, c'est pas très nature, c'est pas très... voilà, on a développé des jardins et des vergers sur Mafat même. Dans les écoles, par exemple, il y a maintenant des potagers qui alimentent les enfants des écoles. Il y a beaucoup d'enfants de la possession beaucoup d'enfants de Mafat. C'est ce qui font partie de la commune de la possession. Alors on a au total, ça fait à peu près une cinquantaine d'enfants, voilà, une vingtaine sur la nouvelle et puis répartis après 40 à 50 au total pour nous et voilà et quelques autres sur Saint-Paul aussi. Donc ça c'est important. Ça, ces projets-là, c'est commune là. Voilà, c'est un projet communal, mais on travaille vraiment de concert avec l'État. La sous-préfète s'occupe vraiment particulièrement de Mafat parce que c'est un territoire, on va dire, d'exception, il faut trouver des solutions innovantes, et avec la commune de Saint-Paul et même avec le TCO, le département et la région. L'autre projet sur lequel on essaye vraiment d'avancer, et c'est complexe, c'est la pérennisation de la desserte de Mafat, hélicoptère, avec des financements conjoints de tout le monde, de tous ses partenaires, pour sécuriser les hélisurfaces, et la piste de la rivière des Galets. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, donc on travaille vraiment à sécuriser le transport sur la piste de la rivière des Galets pour les Mafatais, pour les touristes. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses en cours, et les projets à plus long terme pour Mafat, c'est par exemple de faire une école, un centre d'accueil pour les écoliers et les collégiens des bas sur Mafat, des classes vertes, voilà, pour que les enfants de la Réunion puissent monter à Mafat, dormir sur place, découvrir Mafat et avoir vraiment à la fois l'aspect nature et puis aussi le côté sportif et voilà, parce que pour arriver à Mafat, il faut sortir les baskets, évidemment. Et il faut en avoir dans les mollets aussi. Alors, ça c'était pour les 3 projets structurants. Vous nous avez beaucoup parlé également de l'amélioration, c'était une de vos priorités, l'amélioration du bien-être, sport sur ordonnance. Vous nous disiez que la possession est passée de 60 à 350 associations en 6-7 ans. Là aussi, la municipalité a mis les moyens. Oui, là, on a donc toujours à peu près, pratiquement maintenant 400 associations. On vient de voter le budget aux associations qui avaient un peu diminué avec le Covid, parce qu'il y avait moins d'activités. Et là, on est revenu quasiment, on va dire, à notre rythme de croisière, de plus de 700 000 euros qui ont déjà été attribués. Et il nous reste une enveloppe qui devrait faire arriver d'ici la fin de l'année au total 900 000 euros donnés en subvention aux associations. Donc ça, c'est important. Ensuite, on continue aussi dans la transparence et l'assainissement financier. On fait tous les ans l'audit de 5 associations. On s'assure que l'argent qu'on donne aux associations est bien utilisé avant de leur redonner l'année suivante. Et les plus grosses associations, celles qui ont plus de financement, on fait un audit plus poussé pour s'assurer que tout va bien dans leur gestion financière. D'accord. Au-delà de ces projets structurants et de tout ce qu'on a dit auparavant, d'ici à 2025, il y a d'autres
petits peut-être projets qui sont en cours, qui vont se réaliser? Oui, alors on a déjà donc mis le sport sur ordonnance en cours. On a aussi mis l'étape suivante, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sortent de ce dispositif, ils ont du sport bien-être. Donc même sans ordonnance, voilà, ils peuvent continuer à faire des randonnées, de l'aquagym, diverses activités sportives, marche nordique, etc. Donc ça c'est déjà lancé. On a fait aussi au niveau du périscolaire des efforts pour encore plus diversifier nos activités. On avait déjà du yoga, de la méditation, de la philosophie. Maintenant on fait en sorte que nos enfants apprennent à gérer leurs émotions, à les exprimer, à donner leur avis sur les menus de la cantine et dire s'ils sont satisfaits ou pas, pour adapter, à la fois pour leur apprendre la citoyenneté et pour adapter nos menus à ce qui plaît le plus et à ce qui est sain pour les enfants. On a un conseil des jeunes qui était sur le quartier, sur le centre social, donc Moulins-Joly, Sainte-Thérèse, Saint-Laurent, et on va l'étendre à l'ensemble de la ville. On est en train de créer aussi le Conseil des sages, donc pareil, pour que nos seniors puissent nous donner leur avis. Donc on développe, on va dire, encore un peu plus loin la participation des citoyens. On a un comité citoyen qui continue aussi à œuvrer. Donc voilà, on est vraiment sur tous les champs et tous les âges, depuis la petite enfance, sur lequel aussi on a des ateliers, bien manger, musique, etc., yoga parents-enfants, et jusqu'aux seniors, parce que c'est important qu'ils soient en pleine forme. En parlant de bien manger, il y a une question qui me vient là à l'esprit, parce que j'avais vu ça sur un site internet, je crois même que c'était le Note. C'est des parents mécontents qui avaient envoyé des photos, ou envoyé mais vraiment un menu où il n'y avait quasiment rien. Oui, alors ça c'est les détracteurs. Bon déjà, les photos qui sont mises sont parfois... D'accord, c'est pas les photos, non, c'est pas les photos réelles. Non, voilà, je pense que des personnes malveillantes mettent juste une petite pomme de terre ici, un petit bout de poulet ici pour dire regardez, on ne mange que ça. Nous, on a les photos des menus et c'est des quantités bien plus importantes que ça. Ensuite, il y a effectivement le fait à prendre en compte que si c'est l'assiette d'un maternel à 3 ans, c'est normal que ce qu'il y a dans l'assiette n'est pas très conséquent. Qui correspond bien sûr, à l'âge, parce que quand on va à la cantine, moi, le point d'honneur, c'est qu'on est là pour apprendre aux enfants à bien manger, parce que s'il y a quelque chose qui est important dans la vie, c'est la santé. Et la santé, ça s'apprend déjà à la cantine, à l'école. Et manger des légumes régulièrement, apprendre à manger des choses peut-être qu'on ne connaît pas et pas avoir un refus catégorique de l'enfant de goûter des choses nouvelles, manger équilibré, etc., etc. Donc voilà, là, il y a vraiment pour moi une pédagogie à avoir auprès des enfants, aussi auprès des parents. Le riz, curry, grain tous les midis, non, ça n'est pas quelque chose que nous servons. Déjà, il y a des règles dans la restauration scolaire. On ne peut pas mettre des féculents. Règles diététiques, vous voulez voilà, dire. exactement. Par exemple, je donne une règle simple. On ne peut pas mettre de féculents, c'est-à-dire le riz, le pain, les pâtes, les pommes de terre. Tout ça, au total, ne peut pas venir plus de la moitié du temps. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des repas où il faut aucun de ces aliments-là. Donc évidemment, on essaye d'être ingénieux. Il y a le repas végétarien, donc on essaye de faire que les enfants découvrent les légumes d'une façon ludique et qui leur plaise aussi au goût. Mais c'est important de ne pas déjà prendre au pied levé ce qu'on voit sur Internet, parce que c'est souvent les gens pas très bien intentionnés ou en tout cas qui n'ont pas tous les tenants les aboutissants. Moi, alors le message aux parents possessionnés est très clair et très simple. Vous appelez les services de la mairie, le service éducation, et vous programmez de venir manger dans la cantine de votre enfant et vous verrez par vous-même. On dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puisqu'on parle de pour cantine, savoir ce qu'il en est. On parle de cantine, on est à l'école. Au niveau de la réhabilitation des écoles, la possession, vous avez mené une politique aussi à ce niveau-là. Oui. On en est où maintenant? Alors on continue. Les grosses réhabilitations sont globalement faites. On a aussi construit une nouvelle école. Ça c'est quand même un chantier réalisé l'année dernière important. C'est la première école du quartier Cœur de Ville. Donc l'école Simone Veil qui a ouvert avec 5 classes. Donc qui va pouvoir augmenter jusqu'à même 8 classes. Et les réhabilitations dans les autres écoles se poursuivent. On va surtout maintenant aller sur le confort thermique. On a encore par exemple là une école sur laquelle il y avait un peu trop de chaleur, donc on fait en sorte de faire baisser la température. Et le confort acoustique également dans la cantine, avoir des panneaux qui absorbent les bruits pour pas que l'ambiance dans la cantine soit trop sonore. Et puis des préaux pour ne pas que les enfants restent au soleil. Tout ça continue à se faire, mais on avance bien. On a beaucoup d'ombre dans les écoles maintenant, beaucoup de plantations.
voilà, c'est en bonne voie. Alors, mais au-delà de tous ces projets qu'on a évoqués ici, qu'est-ce qui occupe vraiment la majeure partie d'un maire, enfin de vous par exemple, la journée d'une maire? Alors, la journée, elles sont très variées, mais moi, je passe quand même beaucoup de temps dans des réunions pour donner les directives, parce que c'est vrai que c'est ce dont les services ont besoin pour pouvoir avancer. C'est quelle est l'orientation qu'on donne, et ensuite pour valider les choses, parce que une fois qu'un projet a avancé et sur le point d'aboutir, il faut la plupart du temps choisir des options. Est-ce qu'on fait ça et auquel cas ça coûtera tant et ça mettra tant de temps, ou est-ce qu'on fait autrement et auquel cas voilà le prix, voilà les délais. Donc nous il faut aller chercher les crédits aussi, non? Ça aussi, voilà. C'est un travail de... Exactement. Après, donc c'est les réunions en interne, les réunions en externe, avec les fameux partenaires financiers ou les partenaires d'aménagement comme la CEMADER et la CEDRE qui aménagent Cœur de Ville et Moulins-Joly, l'État, etc. La région, voilà, moi j'ai rencontré Madame Bello, j'ai rencontré Monsieur Melchior. Voilà, on fait vraiment ce grand travail-là. Ensuite, c'est aussi beaucoup de terrain. Parce qu'évidemment, il ne faut pas rester enfermé voilà, entre quatre murs et sur des dossiers. Il faut aller voir la réalité. Donc moi, je vais beaucoup dans tout ce qui est événements de la ville, voir comment ça se passe. Dès qu'on a, par exemple, là, on a eu la fête au niveau de la culture. On a eu le grand événement du 20 décembre qui a eu lieu. Et ensuite, on a la fête de la musique. Donc, c'est des choses sur lesquelles, dès que je peux... Vous aimez chanter, vous aimez danser? Oui, voilà. Donc, dès que je peux, je participe. Donc là, je me prépare déjà pour la fête de la musique qui va bientôt avoir lieu. Après, c'est de faire en sorte aussi de recevoir les citoyens. Donc, toutes les semaines, je reçois les citoyens qui ont des problématiques particulières et qui n'arrivent pas à les résoudre avec les services. Je reçois mes élus aussi, justement pour faire le relais eux-mêmes ayant reçu des citoyens, pour qu'on échange et qu'on voit comment traiter les services. Voilà, donc c'est les doléances, pardon. Voilà, donc c'est beaucoup de relationnel avec les citoyens, avec les partenaires, avec les services, voilà, avec tous ceux qui nous permettent de faire avancer la possession. Et ça fait des journées bien occupées. Oui. Merci beaucoup Vanessa Mironville, et promis la prochaine fois, puisqu'on revient en 2025, je tombe la veste et vous peut-être la robe, mais vous serez en maillot de bain et moi avec un maillot de bain également, pour aller directement vous interviewer sur la première plage de l'Ouest, donc c'est sur le front de mer de la Possession. De la Possession, merci exactement. beaucoup. Merci Yves. Merci à vous, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre municipalité, dans une autre commune de Lille. Merci.